La Scie est un petit fleuve qui s'étend sur 37 km, prenant sa source à Saint-Maclou-de-Folleville et qui se jette dans la Manche à Pourville, hameau de la commune d'Authot-sur-Mer. Ce cours d'eau sépare en deux rives notre commune. D'un côté, rive droite, se trouve l'ancienne commune de Saint-Sulpice-la-Pierre, regroupant les hameaux de la Pierre, d'Ordemar, du Pançon et du Bray. De l'autre, rive gauche, se situent les hameaux qui constituaient l'ancienne commune de Saint-Maclou-de-Folleville, les Sources, Épinay, le Bel-Évent, l'Étantôt, l'Anctot, l'Arbalète et les Noyers. L'histoire de la commune telle que nous la connaissons aujourd'hui commence en 1825. Elle commence par l'unification des deux communes citées plus tôt, Saint-Sulpice-la-Pierre et Saint-Maclou-de-Folleville. Selon les écrits de l'abbé Cochet, les premières traces de l'occupation de notre territoire remontent à l'époque romaine, il y a de cela plus de 2000 ans. L'abbé Cochet est un prêtre catholique, archéologue et préhistorien français, né à Senvic en 1812 et décédé en 1875 à Rouen. En 1830, la découverte des restes d'une villa gallo-romaine à Étretat l'intéresse particulièrement et est à l'origine de sa passion pour l'archéologie. En 1849, il est nommé inspecteur des monuments historiques, ce qui l'amène à parcourir la Seine inférieure. Il fait état du passé gallo-romain de notre département au sein de son ouvrage La Seine inférieure historique et archéologique, au cours duquel il raconte: Sur le territoire de cette commune se trouvent les fermes du Breuil et de la Rivière, dans les terres desquelles on reconnaît beaucoup de murailles, d'ossements, de poteries et de tuiles à rebord. On y rencontre aussi des tas de charbon et de scories de fer, indices d'anciennes forges et ferrières disparues. Les habitants du pays disent qu'il y avait là l'ancienne cité de Forteville. Selon les nombreux ouvrages de l'abbé Cochet, on situerait Forteville entre Saint-Maclou-de-Folleville, Saint-Victor-l'Abbaye et Montreuil-en-Caux, près de l'ancien hameau du Breuil. J'ai vu au Breuil une quantité de débris et de poteries antiques, au milieu de terre noire, placées dans une futaie au bord du chemin de grande communication numéro 3, de Dieppe à Clermont. On a cru reconnaître à Saint-Maclou-de-Folleville un tronçon de voie romaine allant dans la direction de Pavilly. On passe sur plusieurs siècles pour lesquels nous n'avons pas d'archives et nous voilà au XIe siècle. C'est en ces temps que fut érigé le bâtiment le plus ancien de notre commune, l'église. Bâtie par Tormor, prêtre de Saint-Victor-en-Caux, elle est alors dédiée à Saint Maclou. D'origine galloise, il est l'un des 7 saints fondateurs de la Bretagne. D'abord sous domination des puissants seigneurs de Mortemer, châtelains de Saint-Victor et maîtres des sources de la Scie, l'église fut placée en 1137 sous l'administration de l'abbaye naissante de Saint-Victor-en-Caux par Hugues d'Amiens, archevêque de Rouen. Le moulin de l'Arbalète connaît le même destin. Au cours du XIIe siècle, l'abbaye connaît un essor important et étend son influence dans toute la vallée de la Scie. C'est au cours de cette période qu'elle se voit confier le moulin de l'Arbalète par Hugues de Mortemer. Ce moulin à blé, fait de bois et de torchis, est édifié sur les berges de la Scie, dont le débit important et régulier favorise l'apparition de ce type d'édifice à l'image du moulin de la Fosse, situé en amont, et du moulin de la Pierre, situé en aval. On ne sait pas grand-chose du moulin de la Fosse, si ce n'est qu'il était situé près du pont de Saint-Thomas et qu'un document daté de 1488 en fait état. Le moulin de la Pierre, quant à lui, appartenait au seigneur de la Pierre. Il est mentionné dans un procès intenté en 1486 par Jeanne Angot, veuve du seigneur de la Pierre, contre les religieux de Saint-Victor-en-Caux. Là commence la querelle des moulins. En effet, elle accuse les religieux de vouloir détruire les écluses de son moulin en inondant son vivier. On sait par la suite que les religieux sont obligés de curer à leurs frais leur vivier pour éviter d'inonder les prairies voisines. Cette querelle est l'une des premières traces que nous ayons des seigneurs de la Pierre, qui au cours du XVe siècle agrandissent leur domaine par l'achat de terres et par les mariages. On compte parmi leurs propriétés le château de Saint-Sulpice-la-Pierre, construit en 1461 selon l'abbé Cochet, qui le décrit comme un château en briques qui ne manque pas de style ni de caractère. Il est vendu par Claude Boulenc, un siècle plus tard, en 1569, à Guy de Giffard, échanson du roi Henri III. Commencent alors 340 années d'histoire à Saint-Sulpice-la-Pierre pour la famille Giffard, une famille de soldats à la tête d'une troupe d'une centaine d'hommes, au service du duc de Longueville et du roi de France. Louis II de Giffard, petit-fils de Guy de Giffard, fait prospérer le domaine à l'image du château qu'il agrémente en 1662 d'une longue file de bâtiments pour y loger ses hommes et ses chevaux. 9 ans plus tard, il fait construire les 2 piliers de la grille d'entrée du domaine. Parmi les personnages illustres de la famille Giffard, Louis-François-Marie, marquis de Giffard, a marqué l'histoire du lieu. Il est né en 1732 à Rouen, et comme ses ancêtres, c'est un soldat. Il est chef d'escadron d'une centaine d'hommes qu'il garde et entretient à son château. À 28 ans, il est capitaine de régiment de cavalerie d'Orléans.
Après avoir participé à la guerre de 7 ans avec ses hommes et être fait chevalier de Saint-Louis, il se retire à la Pierre en 1778. Attaché à son escadron, il fait confectionner en carton peint ses cavaliers avec leur origine et leur nom, le tout exposé dans une vitrine en verre. On peut voir dans ce geste tout le panache du marquis, soldat d'esprit et de cœur aussi bien attaché à ses hommes qu'à son pays. Le marquis était un homme aimé et estimé par la population comme par les pouvoirs publics. En effet, en 1788, le marquis est choisi par le préfet pour évaluer les dégâts causés par un ouragan qui s'est abattu sur les paroisses de Saint-Maclou-de-Folleville, Saint-Sulpice-la-Pierre et Vassonville. La même année, en sa qualité de représentant de la noblesse, il siège à l'Assemblée du département de Rouen. Il y tient une place d'honneur en étant assis à gauche du président de l'Assemblée. Et même si tout semble aller pour le marquis, un événement historique majeur va bouleverser sa vie, la Révolution. De mauvaises récoltes, provoquées par les intempéries de 1788, sont à l'origine de l'augmentation du prix du pain, qui fait évidemment partie de l'alimentation de base de la population. Et face à la montée du mécontentement populaire, le roi Louis XVI se voit obligé de convoquer les États généraux le 24 janvier 1789 et demande à connaître les souhaits et les doléances du peuple. Suite à la lecture de sa lettre par le curé le 1er mars dans la petite église de Saint-Sulpice-la-Pierre, des cahiers de doléances sont rédigés pour cette paroisse. Mais la colère persiste. Les biens du clergé sont confisqués et la tentative de fuite du roi conduit à son arrestation en juin 1791. Cette défiance envers toute forme de pouvoir pousse les nobles et les religieux à l'exil, à l'image de l'unique fils du marquis de Giffard et du curé de Saint-Sulpice-la-Pierre, Jacques Letellier. Le marquis de Giffard n'est pas réfractaire à la Révolution. Il reste, avec sa femme, à son domicile de Rouen jusqu'en 1794. Il fait preuve de patriotisme en fournissant au maire de Saint-Maclou-de-Folleville un habit et un sabre en 1792, et il participe à l'achat du drapeau et du tambour de la garde nationale de la commune. La proclamation de la République en septembre 1792 donne lieu à la plantation d'arbres de la liberté. C'est à cette occasion que le marquis de Giffard est invité en 1793 par le maire de Saint-Maclou-de-Folleville. Quelques mois plus tard, c'est une toute autre cérémonie qui se déroule dans la maison commune. Nicolas Boquet, homme d'affaires du marquis, comparaît avec 6 liasses de titres féodaux concernant ses propriétés situées sur la commune de Saint-Maclou-de-Folleville et qu'il se voit obligé de brûler. La tempête révolutionnaire passée, les exilés sont de retour, à l'exception de l'unique fils du marquis, décédé en Écosse. C'est en 1808 qu'il devient maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pierre. Mais le marquis, bien éprouvé par le décès de sa femme, de l'une de ses filles, mais aussi par la ruine de son église, décide de laisser la gestion de son château ainsi que de la commune à son homme d'affaires et premier adjoint, Louis Ferrand. En 1818, il se retire chez sa fille, au château de la Tilley, dans l'Eure, où il meurt le 15 avril. Marquis à peine enterré, l'église de Saint-Sulpice-la-Pierre se voit dépourvue de sa cloche en mai 1818. De cette petite église, il ne reste rien. Aujourd'hui, seule une croix en granit élevée en 1842 marque son emplacement. Une croix qui, d'après les habitants, a été un lieu de pèlerinage pour les enfants ayant des difficultés à marcher. Et c'est ce que nous explique Madame Ménaud, gardienne du château de la Pierre pendant 30 ans. Cette croix faisait marcher les enfants. Quand sonnait l'église de Saint-Victor, à midi, il fallait que les enfants fassent le tour de les deux saints, Saint-Sulpice et Saint-Sauveur-la-Pierre, et ça les faisait marcher. Et les gens laissaient une petite partie de la couchette et une petite obole. La déchéance de l'église de la Pierre, la disparition du marquis, mais aussi le contexte politique voulant supprimer les communes dites insuffisantes de l'Ancien Régime, sont autant de raisons qui peuvent expliquer la fusion entre Saint-Sulpice-la-Pierre et Saint-Maclou-de-Folleville. Fusion décrétée par ordonnance royale le 2 février 1825. Saint-Maclou-de-Folleville compte alors 738 habitants. Et en cette époque, le seul moyen de transport était la calèche. Vient alors la volonté politique de moderniser les transports, notamment en favorisant le chemin de fer. Entre 1825 et 1848, les projets se sont multipliés pour l'aventure ferroviaire dans la région dieuppoise, englobée dans un projet plus vaste, le chemin de fer de Paris à la mer. Le tracé de la liaison ferroviaire Rouen-Dieppe a été approuvé en 1846 et les travaux commencent un an plus tard. La mise en service de la ligne a lieu en 1848 avec l'inauguration de la gare de Saint-Victor le 1er août. D'ailleurs, pourquoi l'appelle-t-on gare de Saint-Victor alors qu'elle est située sur le territoire de Saint-Maclou-de-Folleville ? L'explication la plus couramment rapportée est celle-ci. Le propriétaire du terrain sur lequel la gare est construite habitait Saint-Victor-l'Abbaye. Il aurait alors donné le terrain, en échange de quoi la gare devrait porter le nom de Saint-Victor. Ce vent de nouveauté va laisser place à des heures plus sombres, avec l'occupation prussienne.
Après la reddition de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870, les Prussiens occupent progressivement le nord-ouest de la France. Le 6 décembre, ils occupent la commune. De là commence un quotidien sous l'occupation avec les réquisitions, les impôts exceptionnels et le logement des troupes prussiennes. Une cohabitation qui va se révéler difficile. Le 24 décembre 1870, 3 Prussiens se présentent au château de la Pierre et se font conduire à la cave. Enivrés et sous prétexte d'avoir oublié un gant, ils rentrent dans le château et montent au premier étage. Ils se livrent à une dévastation complète, brisant avec leurs armes les meubles et les glaces. Le 25 au matin éclate un incendie dans la chambre où avait été vue une lumière la veille. Le château est en majeure partie brûlé, laissant pour seul vestige une tour. Le 16 mars 1871 est un jour de joie pour les habitants de la commune, qui voient les troupes prussiennes quitter le territoire communal en conséquence d'un armistice signé quelques mois plus tôt. Un retour au calme qui favorise la réalisation des projets de la commune avec la construction du presbytère en 1875, puis de la nouvelle maison-école. En effet, avec 620 habitants et 66 enfants qui fréquentent l'école mixte, une loi oblige la commune à avoir une école pour les garçons et une école pour les filles. Monsieur Quesnel, le maire, propose un échange de propriété entre l'école existante à l'époque et un lot comprenant une habitation neuve et un terrain, en plus duquel la commune doit lui régler la somme de 10 900 francs au titre de la différence de valeur entre les deux biens. La construction neuve est destinée à recevoir l'école des garçons, le logement de l'instituteur et la mairie, tandis que l'école des filles et le logement de l'institutrice prendront place sur le terrain adjacent. Ce projet n'a pas fait l'unanimité parmi la population. Si l'enquête publique a émis un avis favorable au projet, 4 conseillers municipaux ont décidé de démissionner et une pétition a recueilli une 60aine de signatures. Malgré cela, le préfet donne son accord à la réalisation du projet en 1881. La construction de l'école des filles, quant à elle, s'achève 3 ans plus tard. Au hameau de la Pierre, en 1909, la vente du château signe la fin de la présence de la famille Giffard. Le château et l'église ont disparu, symbole d'une famille qui a marqué le lieu, comme son époque. Été 1914, la moisson bat son plein. Le 1er août, c'est la mobilisation générale. Les affiches sont collées au mur, l'église sonne le tocsin. Tous les hommes soumis aux obligations militaires doivent rejoindre leur caserne. La guerre est sur le point d'éclater. Et seulement 2 jours plus tard, la guerre est officiellement déclarée. La commune s'investit dans l'effort de guerre en décidant l'octroi de subventions aux prisonniers. Elle souscrit à l'emprunt de guerre pour un montant de 1745 francs. Les Folleville est envoyé au front, 30 n'en seront jamais revenus, à l'image du soldat Bourgeot. Aussitôt la guerre terminée, des commémorations sont mises en place pour rendre hommage à ces soldats morts pour la France. C'est dans cet esprit qu'en 1920, le conseil municipal décide d'ériger un monument aux morts et d'accorder des concessions gratuites et perpétuelles aux hommes tombés au combat. Au lendemain de la guerre, l'électrification des campagnes devient une priorité. Les années 20 et 30 marquent la mise en place progressive des réseaux électriques, d'eau et de communication dans le bourg, grâce à la création des syndicats intercommunaux. En 1934, le seul téléphone de la commune est installé chez M. Tinès, à l'hôtel de la Gare. Mais le déploiement des réseaux sur l'ensemble du territoire communal est soudainement interrompu. Le tocsin retentit, c'est la sonnerie d'alarme, celle qui annonce la guerre. On avait pourtant juré en novembre 1918 qu'on ne l'entendrait plus, lorsque les poilus de retour du front disaient de la Grande Guerre qu'elle serait la der des der. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne, suivie par la France. Commence alors la drôle de guerre où rien ne se passe jusqu'en juin 1940, date d'arrivée des blindés de Rommel en Seine-Inférieure, qui provoque le départ précipité d'une partie de la population. C'est d'ailleurs ce que nous explique Madame Bellet, 94 ans, et habitante du Bel-Évent à l'époque. Mais le grand-père avait fait la guerre à 14, il voulait pas voir les Allemands. On s'en allait en Angleterre, hein. Alors, on a été dans l'Eure, on a traversé la Seine. Vous savez, c'est comme les vacances. Quand les gens y partent, tout le monde était comme ça, des chariots, des charrettes. Nous, on avait pris maquette. On a parti. Après, dans l'Eure, on a couché dans les granges avec les souris, mais c'est pas grave. On a reparti et on s'en allait prendre le bateau à Fécamp. Oui, mais quand on est arrivé dans la côte de Fécamp, les Allemands, ils nous attendaient, ils nous tiraient dessus.
Et je vous assure que la prime à 4, elle a jamais marché si vite. On attendait les balles qui sifflaient, on a dit tout à l'heure, on va se faire... Après la signature de l'armistice décidé par le maréchal Pétain, la commune vit à l'heure allemande. La population doit composer avec les réquisitions et les rationnements. À Saint-Maclou et dans les communes environnantes, la résistance s'organise entre 1943 et 1944 autour d'André Gosse, figure de proue du réseau Léopard. La population follevillaise vit sous la terreur des bombardements. Les bâtiments et habitations longeant la voie ferrée subissent des dégâts à l'image de la maison du moulin de l'Arbalète et d'un bâtiment du moulin de la Pierre. Constatant la progression des Alliés, suite au débarquement sur les plages normandes, les Allemands, installés dans l'école, brûlent les archives communales. Entre juillet et août 1944, 3 avions alliés ont été abattus par la défense antiaérienne allemande. Madame Bellet, habitante du Bel-Évent, nous raconte. Il y en a eu 3 là, en rien de temps, avec tous les gars qui sont morts, malheureusement. On en avait un, il était pas loin de la maison, il y avait 200 mètres, même pas. Hein. Un aviateur qui est décédé, grand-père y a été tout de suite, et il se finissait, il a fermé les yeux. 18 soldats alliés sont décédés et enterrés aussitôt dans le cimetière communal, sous la surveillance étroite des soldats allemands. 3 sont faits prisonniers et 3 ont réussi à s'échapper. Les assauts répétés et la pression sur l'armée allemande mènent à la libération de Rouen le 30 août. Et le lendemain, un motocycliste canadien entre dans le bourg, symbole de libération pour la commune. Et selon le témoignage de M. Ménaud, 9 ans à l'heure de la libération, les Alliés n'ont pas apporté que la liberté, mais aussi le goût des chewing-gums. J'étais chez mes parents, et puis les Américains étaient installés dans les étables, on allait les voir, ils donnaient des chewing-gums, mais là, on a appris à manger des chewing-gums. Parfois, je sais pas si on devrait le dire, mais on marmottait 6 œufs aux parents, et puis on avait du... Alors que la guerre n'est pas encore terminée, des élections municipales sont organisées fin avril 1945. Une élection pour laquelle les Françaises vont pouvoir participer pour la première fois. Entre les 2 tours intervient la capitulation allemande le 7 mai à Reims. Le 19 mai 1945, le conseil municipal se réunit pour la première fois depuis près de 4 ans et les conseillers municipaux élisent Monsieur Vincent maire. Le 4 juin, le conseil municipal décide d'inscrire le nom des 2 soldats follevillais sur le monument aux morts et de redorer les noms déjà gravés. Il ne suffit que d'un regard sur les tombes des soldats alliés pour se rendre compte du caractère mondial de cette guerre. Alors aujourd'hui, qu'en est-il ? Passé les années d'après-guerre dédiées à la reconstruction, le bourg a bien changé. Dans les années 50 et 60, la commune voit plusieurs entreprises s'installer sur son territoire. D'abord la Capen, qui construit un silo agricole aux abords de la voie ferrée. Puis Proverex en 1967, fabricant d'alimentation pour le bétail, installe son usine à côté du cimetière. Dans les années 70, des opérations de remembrement des chemins ruraux ont permis de récupérer des terres pour la construction dans les années 80 de la salle des fêtes et du lotissement du Val-de-Scie. Plus tard, en 95, un autre lotissement verra le jour, celui de la Cité des Sources. Et puis plus récemment, entre 2015 et 2020, la commune a entrepris des travaux d'embellissement du bourg avec notamment l'enfouissement des réseaux. L'hôtel de la Gare a lui aussi connu des mutations au cours de son histoire. Après le décès de Madame Duhamel, dernière gérante du café, la commune décide d'acheter l'immeuble et y entreprend des travaux de rénovation entre 2020 et 2023. Le bâtiment qui avait autrefois vocation à accueillir des voyageurs abrite aujourd'hui 5 logements locatifs. Pour finir, et pas des moindres, l'église. Elle aussi a bénéficié d'une rénovation complète, étalée sur une période de 5 ans. D'abord à l'intérieur avec l'assainissement des murs, la pose d'un nouveau dallage et la peinture des murs et du plafond. La toiture, quant à elle, a fait l'objet d'une réfection totale. Le chantier s'est clos par la bénédiction et la pose d'un nouveau coq.